disputer, la première qualité qu'il faut avoir, n'est-ce pas, on avait vu ça, c'est l'intelligence, d'accord, une intelligence émotionnelle. Et que l'objectif dans la construction du couple, c'est d'être un Ezer Kenegdo. Comment on est Ezer? Comment est-ce qu'on aide l'autre? Des fois en s'opposant à l'autre, c'est-à-dire en lui montrant qu'il n'y a pas une seule vision des choses, qu'il peut y avoir une autre vision, et que tout va dépendre de la forme. Si la façon dont on l'amène, dont on l'apporte, c'est pas une façon qui écrase l'autre, qui soumet l'autre, qui s'oppose à lui en tant que rival et en tant que personne qui aura le dernier mot, eh bien au contraire, c'est extraordinaire de savoir que finalement, j'avais une vision, mettons, de la façon de gérer nos finances communes. Et puis il y a une autre vision en face qui est différente. Et il n'y a pas un gagnant et un perdant, ça, on va en parler. Donc, on avait dit que finalement, il y a des bonnes disputes. Et une bonne dispute, eh bien, c'est la dispute qui nous aide à avancer, qui nous aide à nous connaître. Et naturellement, eh bien, les bonnes disputes vont avoir de moins en moins lieu. C'est logique, c'est-à-dire qu'au début du mariage, quand on se connaît pas encore dans les situations particulières de vie, eh bien, il y en aura davantage, puisque je savais pas du tout que tu supportais pas que. D'accord, je savais pas du tout à quel point t'étais pas du matin ou que t'étais pas du soir. Toujours je rigole parce que moi, mon mari, il est toujours debout à 5h du mat et moi, je commence à être en forme à 11h minuit. Mais lui, à 11h, il est pas là, quoi, il est depuis longtemps. Donc, en fait, il y a des rythmes qui dépendent de qui on est. Et on s'adapte au rythme de l'autre, on s'adapte à ses besoins, on s'adapte à son humour, on s'adapte à son langage, ok ? Et alors les mauvaises disputes, c'est ça qui est important, de voir quelles sont les mauvaises disputes, c'est celles qui nous éloignent, qui ne nous ont pas aidés à nous connaître davantage et voilà, qui vont générer que des tensions. La mauvaise dispute, pour vous donner un indicatif, la mauvaise dispute, elle revient sous une nouvelle forme tant que vous ne l'avez pas gérée. Si vous voyez qu'on est tout le temps en train de redoubler de classe et de reparler du même sujet encore une fois, même si c'est sous une autre forme, c'est que en fait on n'est pas allé au bout. Typiquement, durant les périodes NIDA, il y aura davantage de disputes, il ne faut pas s'en inquiéter. Pourquoi? C'est des bonnes disputes en général. C'est parce que justement, il y a un espace vide entre nous qui n'est pas pris par le corps, par la corporalité. Et donc, il va y avoir plus de place pour aller jusqu'au profond, jusqu'à l'intérieur de nos émotions. Et il faut l'utiliser intelligemment. Je vous ai distribué des feuilles sur la communication que j'espère qu'on aura le temps rapidement de regarder. Et donc, finalement, après, si on voit qu'on n'arrive pas à communiquer et qu'on a juste besoin d'un câlin et que malheureusement, c'est pas possible là, alors on va repousser la suite de la discussion à dans 2 jours, à dans 3 jours après le mikvé. Parce que ça sera fait de façon plus apaisée et il faut aussi avoir l'intelligence de faire ça. D'un autre côté, une dispute dans la période de Tahara, des fois, il y a des personnes qui sont complètement... qui détestent la dispute parce que, par exemple, enfant de divorcé, et qui a l'impression que si on n'est pas d'accord, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Non, en fait, on peut ne pas être d'accord et c'est pas, ça va, tout va bien. Et donc, du coup, qui va vouloir vite passer la dispute, je te prends dans mes bras, vite, et c'est bon, tout va bien, on se prouve physiquement qu'on s'adore, oui. Mais en fait, j'avais un message à te faire passer et j'ai pas pu te le faire passer. Et il faut que je le fasse passer. Pourquoi ça m'a touchée quand ta maman elle a dit que... Pourquoi ça m'a touchée quand tu n'étais pas là alors que je t'attendais et que je souhaitais que tu sois là à tel moment. Ok ? Donc, les différences structurelles hommes-femmes, on les a vues la semaine dernière. Aidez-moi. Hein, le cercle et flèches, on a vu. Hein, ça, c'est très important. La belle famille, on a vu. Alors, la parnassa. Je m'arrête une seconde sur la parnassa. D'après la Torah, sachez qu'on est super sympa d'aider dans la parnassa. D'accord, j'ai une vision quand même un petit peu archaïque. Pourquoi je dis archaïque? Dans le sens où la responsabilité, je dis bien la responsabilité du loyer, des frais d'une maison, d'accord? Le fait de porter ça sur ses épaules réellement, dans la Torah, c'est une responsabilité masculine et c'est un engagement masculin dans la ketouba. Ok? On a envie de travailler pour avoir une vie meilleure, d'accord, pour s'épanouir, pour l'aider, parce que c'est dur la parnassa, ok, c'est super. Mais ça reste que la responsabilité est une responsabilité masculine. Pour autant, s'il y a un reproche qui est absolument interdit de faire à un homme, mais absolument, c'est un reproche concernant
ce qu'il gagne ou ce qu'il ne gagne pas. Là, j'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Et je donne toujours comme exemple, pour choquer un petit peu, faire un reproche à un homme, attention, à un homme qui se lève le matin, qui est sérieux, qui est travailleur, qui est fiable. D'accord ? Mais après, il y a celui qui va monter son cabinet, et le cabinet tout de suite, c'est la folaise. Il y a celui qui monte le cabinet et ça rame un petit peu. Ça vient d'en haut, la parnassa, vous le savez. Chaque Rosh Hashanah, on prie pour la parnassa. Une femme qui reproche à son mari de ne pas suffisamment gagner, parce qu'elle a vu que les autres, ils vont en vacances à tel endroit, parce qu'elle a des bijoux pas assez, ceci, cela, allez savoir. C'est la même chose, c'est aussi ridicule que de reprocher à une femme de ne pas être tombée enceinte. Quand je le dis comme ça calme tout de suite. D'accord ? Pourquoi je le dis de cette façon ? Eh bien parce que, suite à la faute d'Adam et Ève, lui, il a eu la responsabilité de la parnassa et elle a eu la difficulté qui est liée à tout, au cycle et à la fertilité. Je le mets en face à face pour que l'on comprenne bien. Je pense qu'il n'y a rien de plus brisant, mais vraiment brisant profondément pour un homme, que de se sentir pas à la hauteur au niveau de cette responsabilité. Le rôle féminin, c'est le rôle de l'apaisement. De l'apaisement. Je suis convaincue, intimement convaincue, qu'une femme peut gagner le double de son mari et ne absolument rien lui faire sentir à ce niveau-là. Parce que s'il a fait ce qu'il avait à faire, eh ben, la bracha, elle vient par divers canaux. Il s'est avéré que la bracha est venue par elle, davantage, mais quelle est l'intelligence de réfléchir à toutes les dépenses ensemble. C'est pas parce que c'est elle qui a généré cet argent que c'est moi qui décide ce qu'on dépense, c'est moi qui... Là, vraiment, prenez extrêmement soin, vraiment au kavod de vos époux. Là-dessus, je suis, sans être marocaine, je suis très sensible à ça, c'est pour ça que j'insiste, de vraiment lui accorder tout le respect. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est fiable. Après, c'est Hachem qui envoie la parnassa, d'accord ? Enfin, après, d'abord, c'est Hachem qui envoie la parnassa. Donc, vraiment de lui accorder un respect absolu, c'est une condition sine qua non du shalom bayit. Un homme qui va pas bien, c'est d'abord un homme qui se sent pas à la hauteur, ok ? Ouais. Est-ce que il n'y a pas quand même un rapport à l'argent qui est différent entre la femme et l'homme ? Alors, pas entre la femme et l'homme, moi je pense, c'est entre une famille et une autre famille. Okay. Rapport à l'argent extrêmement différent d'une famille à l'autre, et tellement différent que peut-être un jour, je rajouterai un module sur le rapport à l'argent, tellement c'est important dans les couples. Mais pour l'instant, j'essaye de... Voilà, je trouvais que le module sage-femme, il était encore plus important, donc c'est ce module-là que j'ai mis. Mais voilà, un jour peut-être je le mettrai parce que tu as raison que c'est un module important. Ah, une précision, ça je vous le dis sans faire le module, une précision, ce que je préconise des couples que je vois et de ma sensibilité, c'est d'avoir impérativement un compte joint. D'accord ? Je le vois. Je vous dis, quand il y a, c'est à la mode d'avoir deux comptes différents, surtout qu'on les avait avant le mariage. Ben dans ce cas-là, vous fabriquez un nouveau compte en plus, joint. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas possible de créer l'entité couple, l'unité couple, si vous n'avez pas cette unité à l'intérieur de la gestion financière. Alors des fois les parents ils disent non ma fille t'es dentiste ou t'es ceci ou t'es cela, ton cabinet, alors ils vont même demander à ce que l'on fasse des, comment ça s'appelle, contrats de mariage. Mais bon, je comprends, il y a des raisons fiscales ou il y a des raisons de protection, il y a des raisons, que ce contrat-là ne nous happe pas. D'accord, n'envahisse pas notre psyché et notre façon d'être ensemble dans le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent n'est pas anodin, d'accord ? Bon, je ne vais pas développer plus parce qu'il y aurait beaucoup à dire et que voilà. Ok, la parnassa. Les travaux ménagers, je pense que je l'ai passé très 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 vite la dernière fois. Les travaux ménagers peuvent susciter des difficultés dans le couple qui sont vraiment inutiles. On se met d'accord sur ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. On dit à son conjoint, je déteste faire la vaisselle. Je déteste. En fait, aimer, c'est aussi faire ce que l'autre n'aime pas faire pour le soulager. Et s'il faut prendre plus de femmes de ménage, on prend plus de femmes de ménage. Quel dommage, je vais le dire juste comme ça, quel dommage de se disputer là-dessus. C'est de la perte de temps. C'est tellement superficiel et anecdotique que c'est extrêmement dommage. Et effectivement, faites extrêmement attention. Là, je mets juste des points pour vous dire, j'allume juste des alarmes. Ne pas infantiliser son époux. D'accord ? Fais ceci, fais pas ça, ta brosse. Je me rappelle du cas qui m'avait le plus marqué, le plus drôle.
un mois après le mariage, quelqu'un que je connais pas qui m'appelle et c'était insupportable qu'il mette pas ses chaussettes dans le panier et qu'il se brosse pas les dents après chaque repas. Et elle était derrière lui à vérifier le brossage des dents. Et il en avait tellement marre d'avoir un flic que je crois, si je me souviens bien, il faisait semblant, il mouillait sa brosse à dents et elle derrière elle fait « T'as mouillé ta brosse à dents ». Genre, je sais que c'est pas vrai, t'es pas brossé les dents. Là, c'est le cas le plus extrême que j'ai eu à voir dans ma vie. Voilà, on est dans du ridicule, mais voilà, je vous le raconte. Faire attention. Maintenant, la carte du monde. Alors, je vais quand même dire un mot sur la carte du monde. Qu'est-ce que c'est que la carte du monde ? La carte du monde, on en a toutes. C'est des lunettes que vous portez, d'accord ? Et qui traduisent la réalité qui est autour de vous. C'est une interprétation propre, personnelle, que vous vous faites d'une situation. C'est-à-dire que la même situation devant vous et devant quelqu'un d'autre qui a une autre carte du monde n'est pas interprétée de la même façon. En fonction de votre histoire, de votre enfance, de ce que vous avez vu à la maison, vous avez une interprétation personnelle de situation de vie. Alors, c'est un grand thérapeute qui s'appelle Moni El-Kaïm qui a beaucoup travaillé sur les cartes du monde. En général, quand je reçois un couple, cet outil-là, la carte du monde, c'est un des premiers outils que j'utilise. Et dans les premières 20 minutes de ma première séance, j'essaye tout de suite d'établir les cartes du monde de l'un et de l'autre parce qu'elles vont être au centre des mécanismes de couple. Quelles sont les cartes du monde Alors, à quoi Juste ça, les conflits ont aussi une utilité et une fonction, celle de permettre aux conjoints de mieux coexister avec des croyances profondes négatives. La carte du monde, elle est souvent issue d'une croyance qui provient de mon histoire, d'accord ? Quel type de croyance ? Par exemple, je ne suis pas reconnu, ou je ne peux compter que sur moi-même, ou dès que je suis en conflit, je ne peux être que rejeté. C'est des exemples de cartes du monde les plus classiques. Alors, mettons, si j'ai une carte du monde, je ne peux compter que sur moi-même, eh bien, une situation qui est neutre, qui est vierge, quelqu'un qui a cette carte du monde, en fait, va produire, écoutez bien, malgré lui, de façon inconsciente, du fait de son interprétation d'une situation, va créer une situation dans laquelle il va se prouver à lui-même qu'il peut compter que sur lui-même et qu'il ne peut pas compter sur sa conjointe. Non, ce n'était pas vrai. Mais il le produit comme quoi ? Comme pour mieux continuer à vivre derrière cette armure-là. Derrière l'armure de la carte du monde qui continue à se justifier. D'accord ? J'ai été abandonnée et cet abandon ne peut que se répéter. Très connue cette carte du monde. D'accord ? Donc, en fait, on va produire des situations où la personne, un des deux conjoints, va se sentir abandonné. Maintenant, l'autre, elle ne l'a pas du tout abandonné, mais elle va se sentir abandonnée. Et le fait de se sentir abandonné, il va justifier, dire « Ah, ouais, c'est exactement ce que j'ai en tête, c'est les lunettes avec lesquelles je vois l'existence. » Et donc, il va faire des reproches à son partenaire, mais le partenaire ne va pas comprendre. Il va dire « Mais d'où d'une situation aussi banale que ça ? Je ne sais pas, moi, on est à la fin d'un mariage et on part dans 5 minutes et finalement, tu as rencontré quelqu'un et tu pars pas. » Et donc, de ça, qui est rien. On est d'accord que c'est un rien du tout. C'est quelqu'un m'a parlé, c'était trop sympa, je l'ai pas vu depuis longtemps. Et puis, ok, on a dit qu'on part dans 5 minutes, mais finalement, on est parti dans une demi-heure. Big deal. Et l'autre, en fonction de sa carte du monde, va par exemple se dire quand je parle, on s'en fiche de ce que je dis. Pourquoi ? Parce que dans son histoire, sa parole n'était pas importante. Et là, il va croire que en face, sa partenaire, elle s'est dit, mais en fait, il a beau parler, je m'en fiche. Mais là, c'était pas ça. C'est très important pour elle ce qu'il dit. Donc, vous voyez comment une situation banale peut monter en épingle en fonction de quoi ? Des cartes du monde, ok ? Alors, il y a un petit exercice que je trouve sympathique. Peut-être on va en faire un seul. J'en ai mis 4, c'est sûr que j'ai pas le temps. On va peut-être en faire un quand même. Allez, au hasard, je vais choisir la carte du monde numéro 3, CM3. Alors, on va imaginer une situation où l'homme a comme carte du monde, quoi que je fasse, je serai critiqué. D'accord ? Pourquoi ? Parce que son grand frère brillant, lui, tout le monde l'écoutait. Sa petite sœur, c'était la petite sœur, tout le monde l'adore. Mais lui, on ne l'écoutait pas. Et on critiquait ce qu'il disait. Et il est sûr que quoi qu'il fasse, il est critiqué. D'accord ? Imaginons que quelqu'un a grandi avec une carte du monde comme ça. Banal. Enfin, banal. Ça arrive. C'est pas une situation hors du commun. Je suis critiquée. Ok. En parenthèse, on a toutes des cartes du monde. Hein. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas une carte du monde. Ok. Maintenant, imaginons qu'ils sont tous les deux
en voiture. Ils vont quelque part. On a mis le GPS, mais il y a des grèves, mais il y a des je sais pas quoi, il y a des autoroutes fermées. Et puis la situation, c'est que l'épouse veut proposer un autre itinéraire plus court à son mari qui est au volant. Elle pense que c'est mieux de passer par la nationale. Non, le problème, c'est qu'elle ne sait pas que lui, il pense que quoi qu'il fasse, il sera critiqué. Alors, l'exercice, c'est le suivant. C'est un exercice qu'on fait quand, entre thérapeutes ou avec des étudiants qui apprennent la thérapie de couple, pour leur faire ressentir c'est quoi, qu'est-ce que c'est que la carte du monde. On propose à un groupe, alors on va demander, voilà, qui ici, d'accord, a envie de jouer la personne qui sent, peu importe que ce soit vrai ou faux, hein, il faut juste se mettre dans la peau de quelqu'un qui pense que mince, je suis toujours critiqué. Quoi que je dise, on va me dire que c'est pas bien. Que quelqu'un se met, une ou deux ou trois personnes, allez, toi, qui d'autre, même plusieurs, ça peut être. Ça va pas être compliqué, hein, ce que je vous demande du tout. Allez, super. Super. Ouais, et allez, Morgane aussi. Super. Alors, maintenant les autres. Donc vous jouez, donc toutes les trois, vous jouez un mari qui est au volant d'une voiture et vraiment mettez-vous profondément dans la peau de quelqu'un qui pense que quoi qu'il fait, il sera toujours critiqué. Quoi qu'il dise, il sera critiqué. Les autres, je vous demande d'exprimer, de dire ce que peut dire la femme si elle sait qu'il peut interpréter comme ça les choses, de dire les choses de telle sorte que le moins possible, on donne vie à cette croyance. D'accord ? Et vous, les trois, vous devez noter les propositions de 1 à 5. 1, c'est je sens que non, voilà, je suis hyper critiquée là. Et 5, c'est je suis rassurée, je ne suis pas critiquée. Pour juste ressentir qu'est-ce qu'on peut dire, quelles sont les différentes façons qu'on peut avoir de s'exprimer pour ne pas rajouter, ok, pour ne pas en rajouter à la croyance de l'autre. Est-ce que c'est clair l'exercice ? D'accord, les autres exercices, c'était par exemple quelqu'un qui pense, il est pas mal aussi, je ne suis pas à la hauteur, une femme qui pense je ne suis pas à la hauteur, ça arrive tellement, et la situation c'est un homme qui trouve son appartement en plein désordre après une longue journée de travail. Donc il rentre du travail, il rentre dans la maison, elle est en ouaille, une situation qui n'a jamais eu lieu, n'est-ce pas ? Et elle, de toute façon, c'est-à-dire s'il critique que la maison est comme ça, elle a déjà une carte du monde, je ne suis jamais à la hauteur. Donc, on va faire un des deux. D'accord ? Alors, qui a une idée ? Alors, les trois hommes qui sont toujours critiqués, vous devez mettre une note de 1 à 5. Qu'est-ce que vous diriez en tant que celle qui... Alors, maintenant, vous avez envie de lui proposer un autre itinéraire parce qu'il y a vraiment un autre itinéraire qui est mieux, là. OK ? Allez, proposez. Ouais. J'ai vraiment l'habitude de passer par là, je connais ce chemin. Je sais que toi aussi tu as l'habitude, mais moi je suis allée vraiment plusieurs fois, donc je sais. Donc je passe par là. Ok, option 1, je connais ce chemin. J'ai juste une question. Ouais. 1, c'est le plus enfin le truc. C'était pas, c'est vraiment, ça réveille ta croyance. Okay. Et 5, non, c'est bien. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu penserais si on passait plutôt par là que par là ? Ok. À cette heure-ci, avoir la sortie des classes, peut-être nous passer par l'autre chemin. Ok. C'est pareil. Ok, Myriam. Ouais. Est-ce que tu n'as pas vérifié si on pouvait pas passer par là sur le GPS ? Est-ce que tu as vérifié l'autre chemin ? Est-ce que... Qu'est-ce que dit Waze ? Moi j'essaierais de le rassurer en lui disant je sais que d'habitude tu es hyper bon en itinéraire, mais cette fois. Alors, réfléchissez. Vous avez tout ça en tête ? Alors, le premier, c'était... oui, c'était... Oui, c'est un peu comme elle a dit en vrai. Alors, je sais que d'habitude tu sais. Ah non. C'est pas ça que t'as dit. Comment tu l'avais dit ? Plus de fois. Je connais ce chemin, j'ai vu plusieurs fois. Je suis passée par là plein de fois. Il y avait... Non, pas toi. Il y avait... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de faire ça ? Qu'est-ce que tu penses de faire ça, sous forme interrogative ? Allez, les copines, donnez des notes. Alors moi, celle-là, je trouve qu'elle est bien. La deuxième, j'aurais donné 4. 4, pas mal. Ok. La première, pas du tout. La première, pas du tout. Comment ? Celle-là, c'est la dernière, ça tend. Ça tend, ok. Ça veut rien dire, hein, te concernant, ça veut rien dire du tout. C'est pour nous, pour faire l'expérience, ok ?
Pour montrer à quel point, en fait, cet exercice il est intéressant pour montrer à quel point. Comment ? En vrai, les mots qu'on emploie, ça peut changer aussi. Et ça peut tout changer à condition, mais il faut, de toute façon ça peut tout changer, mais encore faut-il connaître la carte du monde de l'autre. Donc si je connais pas sa carte du monde, par exemple, je vais dire, bah, je connais ce chemin. Mais c'est évident que je vais dire ça, comme elle a dit. Mais je le connais, je suis passée plein de fois. Mais ce que je sais pas, c'est que l'autre derrière dit, mais donc moi je suis nulle. Donc moi je connais pas. Elle connaît, mais moi je connais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre l'heure de la sortie des classes? Ça, c'est pas mal parce que c'est un élément extérieur. Donc, on n'est pas. Ça veut dire, par exemple, peut-être qu'on connaît ce chemin, mais c'est parce qu'on n'a pas pensé qu'il y avait les embouteillages à l'école. Et Ok. au final, ah oui, c'est pas bête. Moi, c'est pas ce que je me Ok. serais dit. Moi, je me serais dit, il se moque de moi. Là. Il est en train Ah, toi, tu te serais dit, il se moque de moi. Il me fait passer le. Vous voyez, comme c'est. Vous voyez, c'est pour ça que je suis contente d'en avoir pris plusieurs, parce que chacune, en fonction de qui vous êtes déjà, bah, vous réagissez pas de la même façon à la même phrase. À la phrase de Morgane, comment vous réagissez? Soit on sent la manipulation, Moi, soit on sent Ah. le gagnant. Ah, Moi, je sens que c'est. Je veux t'adoucir, mais je sais que j'ai raison. très bien. Alors, dans une des séances qu'on avait fait avec des psys, je me souviens plus quel était le cas, mais il y en avait une qui avait dit une phrase voilà super mignonne, et l'autre avait dit dans l'absolu je devrais te mettre 5, mais en fait je te crois pas. et voilà. Donc pourquoi? Pour ressentir. Là, ce que j'ai voulu qu'on fasse, c'est qu'on ressente comment, sans le vouloir, on réactive des cartes du monde. Ok? Maintenant, l'histoire du monsieur qui arrive et elle qui ne se sent pas à la hauteur. Qui veut ne pas être à la hauteur? Ok, encore. Toi, on en a 4. 4 jeunes filles qui ne se sentent pas à la hauteur. Prenez le temps de sentir qu'est-ce que c'est que de ne pas se sentir à la hauteur. En général, dans la vie, on est beaucoup à ne pas se sentir à la hauteur. Beaucoup. D'accord? Messieurs, les maris qui arrivent et qui voient la maison en ouaille, qu'est-ce que... T'as rien foutu de la journée. Alors, c'est bim, on y est. Bim, ok. Quoi d'autre? Maman, t'as passé une dure journée aujourd'hui? T'as passé une dure journée aujourd'hui. Mais en même temps, il voit le... Ah, t'as passé une dure journée. Il est temps qu'on prenne une table de ménage. Ok. Ah, tout est à 1. Tout est à 1. Moi, ce que je peux faire pour t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, je vais t'aider à Ça, je dirais 3. Ok. Ouais, Bettina. disent rien, juste qu'ils fassent. Ah, qui disent rien et qui fassent. Ouais, mais peut-être qu'en le voyant faire, dès qu'il rentre, il fait, elle va... Pareil, elle va dire... Tu as dû faire tellement de choses aujourd'hui, attends, je vais t'aider. Tu as dû faire tellement de choses aujourd'hui, je vais t'aider. Lui c'est un... je ne sais pas s'il existe, lui. Ouais. Je trouve que ça fait un peu hypocrite quand on arrive et qu'on regarde et qu'on fait bon, ok, je vais t'aider. Ça veut dire un peu, ben, je vais le faire à ta place puisque t'es pas capable de faire. Moi, je préfère quand on me dit t'as passé une dure journée. D'accord. Les solutions alternatives, même qui commencent à ranger, qui proposent une femme de ménage, ça ramène au fait que ce soit... Que j'ai pas été à la hauteur. Que ce soit un échec. Le fait de dire allez viens, je t'emmène au resto, allez viens, justement limite à une récompense. Parce que du coup c'était difficile. Donc ça suscite. C'est un génie, lui. Lui, c'est un génie. Je te récompense que ce soit. Mais ouais. Allez bien, on commande, en mode on en a déjà beaucoup à faire à la maison, on va pas se rajouter de préparer le dîner, c'est pas mal. Ok, vous transmettez à vos fiancés, on est d'accord, hein, toutes les... Ouais. Moi, ce qui me dérange dans toutes ces propositions, c'est qu'on a l'impression que c'est le rôle de la femme de ranger. Et moi, j'aurais plus tourné en mode j'ai laissé le bazar ce matin, je suis désolée, je vais ranger. Ouais. En fait, de le tourner en mode plus, la responsabilité est partagée et pas du tout. Complètement. Je vais t'aider. En fait, Alors, en fait, c'est l'exemple qui a été donné dans le livre de Moni El-Kaïm. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, ben, elle était à la maison et lui, il allait travailler. Tu as raison que ça aurait pu être l'inverse, mais en gros, celui qui reste à la maison, ben, en général, voilà, c'est tout. Mais tu as raison que c'est pas parce que c'est le rôle de l'un ou de l'autre, mais juste comment ça résonne dans la carte du monde. Là, c'est là-dessus Oui, qu'on... non, bien sûr, mais du coup, même si elle est restée à la maison toute la journée, on peut quand même le tourner en mode on a vraiment laissé le bazar ce week-end ou à la soirée qu'on a fait hier, puis il serait vraiment temps de ranger, tu veux pas qu'on s'y mette, on prend une heure et on règle ça. En fait, elle l'a pas fait, mais pas s'énerver, mais dire bon, on a fait le bazar ensemble, c'est pas non plus ton rôle, même si t'es resté là de ranger, on le fait. Donc, tu sais. Pas mal. Quelle note? Ouais, une bonne note là, j'imagine. Ça et le restaurant. Ça et le restaurant, c'est les deux meilleurs. Moi, le restaurant, ça me rassure pas du tout. Ah. J'ai limite l'impression de lui faire pitié, quoi. Ah, vous entendez?
Elle a dit, elle, le restaurant, ça la rassure pas du tout, elle a l'impression de lui faire pitié. C'est génial cet exercice, parce que vous voyez comment ça sonne. Alors en fait, vous êtes en train d'expérimenter le fait que chaque personne, elle est unique dans sa réaction à une réponse extérieure. Chaque personne, elle est unique. Ce qui veut dire qu'on va expérimenter les réactions de nos conjoints et vice-versa. Et tu avais une question, ouais. Il n'y a pas un effet miroir que la prédisposition dans laquelle on est, nous, va augmenter ou diminuer la croyance de l'autre ? Si moi je suis exaspérée quand il rentre ou l'inverse, est-ce que il n'y a pas un truc de dépôt ? Non seulement oui, en fait là, tu complexifies, évidemment, tu complexifies. Alors j'avais pas complexifié la chose, mais tu as à 1000% raison, c'est même plus que ça. On va parler d'une double contrainte réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer dans les couples, ça je pense que je l'expliquerai un petit peu le 30 avril, ce qui va se passer dans les couples, c'est qu'il y a deux croyances. Il n'y en a pas qu'une, ça serait trop simple. Et en fait, que l'attitude de l'une va amplifier la croyance de l'autre, et en amplifiant la croyance de l'autre, elle va réamplifier sa propre croyance. Vous avez vu à quel point c'est complexe. J'ai eu une anecdote il y a 2 heures où il était un peu énervé. Et dans la voiture, je dis monte le son. Quoi ? Je lui dis monte le son, augmente le son sur le radio. Ouais. Et en fait, en rentrant, il m'a dit mais t'as vu comment tu m'as dit comment augmenter le son ? Je dis mais je sais pas, c'est toi qui avais l'air de mauvaise humeur. Et ça donne, j'ai l'impression, le ton, l'échange. Voilà. En fait, et c'est une interprétation libre. C'est ce que tu as ressenti. Voilà. Alors, exactement. Alors, c'est exactement ça. Quand on parle de mécanisme de couple, c'est exactement ça. Et l'intelligence du couple, c'est quoi ? C'est de repérer. Exactement ce que tu es en train de faire là. De repérer, attends, il y a un truc qui s'est mis en place. Là, il a amplifié une croyance chez toi et toi, tu as amplifié une croyance chez lui. Et donc, vous êtes, en fait, Moni El-Kaïm va parler ici, vous savez, les portes tournantes des entrées des hôtels. Alors, arrête de pousser, mais non, c'est toi qui pousses. Mais on est tous les deux en train de pousser la même porte, ok ? Donc, ça, c'est un grand classique. Et dans chaque situation, on va analyser les croyances mutuelles. Mais moi, ce que je fais ici, évidemment, on n'est pas dans un cours de thérapie. Ce que je fais ici, c'est que je vous donne des outils pour que vous sachiez quand il y a un truc bizarre. En même temps, pourquoi il a pété un câble là ? Ah, ok. Il y a un outil que je connais pas. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et je suis pas folle. Ok ? C'est ça, là, déjà que... Et puis, des fois, juste d'en parler à tête reposée. Ouais, Clara. Ça veut dire, même si on sait qu'il y a, par exemple, sa carte du monde à lui, ça veut dire, comment on réagit face à ça ? Est-ce qu'on lui explique son problème, entre guillemets, ou est-ce qu'on laisse la tête à son temps ? Ah non, alors en fait, c'est pas qu'on lui explique son problème, parce que déjà, c'est pas sûr que tu le saches. C'est pas sûr que tu le saches, c'est une carte du monde, c'est-à-dire c'est une interprétation libre, c'est une sensibilité en fait. C'est une sensibilité à quelque chose. En fait, ce que tu vas faire, c'est que jamais sur le moment, mais après coup, tu dis, viens on analyse ensemble, ça peut être même un rituel, viens on analyse ensemble, calme, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi exactement ce qui t'a énervé quand je t'ai demandé d'augmenter le son ? T'as ressenti quoi ? Et en fait, il va falloir qu'il s'exprime sous la forme... Alors en fait, Razak, c'est exactement la suite. Question à se poser à l'issue d'un conflit. Quelle était la vraie raison du conflit ? C'était pas le son, c'était pas la maison pas rangée, c'était pas le changement d'itinéraire, c'était autre chose. Ça demande une certaine maturité. Ok ? Quel trait de caractère a été impliqué ? Est-ce qu'on peut séparer le fond de la forme ? En général, oui. Dans la forme, dans le fond, tu avais raison de me dire ça, mais la forme que tu as prise, ça m'a rappelé mon père quand il s'énervait sur ma mère et c'est insupportable. Par exemple, ok ? Alors, la question que je vous ai mise en gras, là, c'est une des questions les plus importantes à avoir en tête après un conflit pour réussir à s'extraire de ce conflit. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce que tu aurais préféré que je te dise à la place de, par exemple, la maison qui n'était pas rangée ? Ouais, et tu rentres, à peine tu rentres du travail et tu me dis que, ok, de quelle façon j'aurais pu... Non, tu aurais dû rien dire. Tu aurais dû m'amener au restaurant. Non, tu n'aurais pas dû m'amener au restaurant, tu aurais dû. Mais est-ce qu'on soit capable de répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu ? C'est très intéressant, des fois on n'a pas de réponse à ça. Parce qu'il y a juste une souffrance intérieure. Ok ? Est-ce que le conflit est tout à fait résolu ? En quoi sommes-nous plus proches désormais ? Le conflit est utile si on est plus proche maintenant. Parce que du coup, il ne va pas revenir. C'est génial. Presque, on va le remercier. Ok ?
je passe en toute rapidité dans l'attachement dans le couple qui est fondamental. Il me reste moins d'une demi-heure pour parler d'un sujet très 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 important. Je vous ai remis les versets en haut que vous aviez déjà au début, mais c'est juste pour que vous les ayez sous les yeux, parce que je voulais vous montrer que dans le verset 24, le verset qui parle du premier couple au monde, l'objectif, il y a Azov qui abandonnera son père et sa mère, c'était le cours de la semaine dernière, ok ? La différenciation, vous vous souvenez ? Maintenant, quel est l'objectif ? Vedavak, et il s'attachera. L'objectif d'un couple, c'est de s'attacher. Comment est-ce qu'on s'attache ? En créant une connexion émotionnelle. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a deux choses, il y a la connexion émotionnelle et il y a l'intimité, Bassar Echad, et qu'ils sont sous-tendus, d'accord ? L'un ne va pas sans l'autre. Là, je ne reviens pas là-dessus, parce on avait parlé de la dualité du corps et du fait que Adam avait dit « tu es l'être de mon être, la chair de ma chair ». L'être de mon être, c'est à l'intérieur de toi, et donc on va devoir s'attacher intérieurement. Le mot davak, comment je sais que davak c'est s'attacher et c'est pas s'enlacer par exemple ? Eh bien ce mot-là dans la Torah a été utilisé va'atem hadvekim, vous qui êtes attachés, Hashem Elokechem, vous êtes attachés à Dieu, Chaim kulchem hayom, ça vous rend aujourd'hui vivant. C'est quoi être attaché à Dieu ? On ne peut pas enlacer Dieu, forcément, c'est Dieu. Comment est-ce qu'on est attaché à Dieu ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est à l'intérieur de moi. Je sens, il y a un lien entre moi et Dieu. Je le sens. D'ailleurs, toute l'idée de la Torah, c'est de ressentir, d'apprendre à ressentir ce lien, d'accord ? Qui est tout sauf charnel et corporel, qui est juste intérieur, ok ? Donc, docteur Bowlby est le médecin psychiatre des années d'immédiatement après la guerre, qui est responsable de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'attachement ? Je vous le dis très rapidement. Okay ? Lui, il a mis en place la théorie de l'attachement concernant les enfants. Il est nommé par l'OMS. Juste après la guerre, il va dans les orphelinats, il va voir l'état, il doit faire un rapport sur l'état des enfants qui sont orphelins. Ces enfants sont extrêmement bien nourris, ils ont les biberons, ils ont la couche changée, etc. Et pourtant, ils meurent en masse. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de nounous. Ça s'appelle le syndrome anaclytique, ok ? Il n'y a pas beaucoup de nounous. En fait, ils ne sont importants pour personne. C'est-à-dire que demain matin, ils se réveillent ou ne se réveillent pas, ça ne changera rien au monde. Et tout bébé, depuis tout petit, ils savent s'ils sont importants ou pas pour quelqu'un. Et donc le fait de ne pas être important, d'avoir personne qui le regarde dans les yeux, qui a besoin de leur existence, ça fait que tout simplement, ils vont soit se laisser mourir, soit devenir psychotiques. Et donc le docteur Bowlby va faire un rapport terrible à l'OMS. Et alors qu'ils ont des soins physiologiques, on va dire, organiques, l'OMS, comment va réagir ? Année post-guerre, t'es dingue, tu dis n'importe quoi. Pas du tout, un bébé a besoin d'être changé et d'avoir son biberon à l'heure, c'est tout. Et donc, il va faire ensuite, alors il a compris qu'il tenait quelque chose, et il va filmer une petite fille de 2 ans qu'on peut trouver sur internet, 2 years old. Là, une petite fille de 2 ans qui a une appendicite, qui est déposée aux États-Unis à l'entrée de l'hôpital et qui est récupérée 8 jours après. Et on voit à quel point elle hurle quand elle se sépare évidemment de ses parents. En 1950, une petite fille de 2 ans qui a l'appendicite est déposée à l'hôpital, récupérée 8 jours après. Ça paraît fou. Hein, vous avez l'impression que je vous parle de la planète Mars, sur Terre, en 1950, aux États-Unis, avant les travaux de Bowlby. Ensuite, à quel moment ces travaux vraiment vont être acceptés ? C'est quand il va prendre énormément de couples parents-enfants, mère-enfant, et les mamans vont répondre à un questionnaire sur combien elles sont expressives, d'accord ? Combien elles sont démonstratives de leur affection. Et il y a des parents plus ou moins démonstratifs, alors ça peut être physiquement ou par la parole, peu importe, mais que l'enfant se sente en sécurité affective, ok ? Et les deux rentrent ensemble dans une pièce où il y a un étranger en blouse blanche. On va demander à la maman de rassurer l'enfant et de quitter la pièce seule. On va filmer l'enfant, la réaction de l'enfant. La maman revient
Donc il se calme et ensuite, 10 minutes après, elle ressort. Donc il s'est calmé une première fois et on le filme la deuxième fois. Et en fait, on va établir une corrélation entre la capacité de l'enfant à se calmer tout seul, à ne pas être inquiet de l'absence de sa maman, une corrélation entre ça et le niveau de démonstration d'amour de la maman. C'est-à-dire, en gros, plus un enfant a grandi avec une sécurité affective, en sachant que, quoi qu'il arrive, il peut compter sur ses parents, ou sa mère, ou son père, ou la personne référente, plus l'enfant, en fait, va être capable d'être curieux, d'explorer le monde, ne va pas être inquiet face à des défis. D'accord ? Donc, à partir de là, ça a été le point de départ d'énormément d'études sur l'attachement. Et on va parler à partir d'ici d'un attachement sécure ou insécure. Attachement sécure. Il y en a qui sont psychologues ici ? Non. Non, pas psy. Ça vous parle à certaines ou celles qui ont fait médecine peut-être ? Ouais. Ok. T'as fait quoi ? Kiné. Ok. Et toi ? T'as fait quoi ? Pareil, première médecine, c'est dans les cours. Ah, psycho, ouais. Ah, vous vous souvenez. Ok. Donc, c'est quoi un attachement sécure et insécure ? Attachement sécure, ça veut dire que j'ai suffisamment à l'intérieur de moi d'expérience en tant qu'enfant, pour avoir la possibilité d'aller explorer le monde parce que je sais que j'ai derrière moi de la solidité. Il y a une solidité affective derrière moi. Insécure, alors il y a plusieurs formes d'insécure. Maintenant, pourquoi c'est important et intéressant pour nous ? Au-delà du fait que, si Dieu veut, vous serez maman. Au-delà de cela. En fait, dans les années 90, donc à partir vous avez compris, à partir de Bowlby, on a fait plein de découvertes à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous verrez que quand vous mettrez votre enfant à la crèche, ça va durer 6 mois jusqu'à ce qu'il soit complètement... Vous avez fait la phase de... Comment ils appellent ça ? D'adaptation. Ils nous rendent dingues, 6 mois. Non, j'exagère un peu. Mais bon, heureusement, jusqu'à ce que, en fait, ils puissent voir la nounou comme étant une figure d'attachement sécurisante, ce qui est normal. Tu balances pas un enfant comme ça à une nouvelle nounou. Ok. Pourquoi c'est super intéressant pour nous ? Parce que dans les années 90, quand tout le monde était déjà d'accord que la structure psychique d'un enfant provient de son attachement à une figure sécurisante, ça peut être une nounou, hein, quelqu'un qui n'a pas eu de papa ou de maman ou quoi, ça peut être une grand-mère, ça peut être une nounou, une figure d'attachement sécurisante, ok ? Une fois que c'était certain, tout d'un coup, il y a une thérapeute qui s'appelle Sue Johnson et qui dit « Attendez, j'ai pas compris. On est tous d'accord que pour les enfants, c'est vrai. Pour les adultes, ça y est, du moment où on est adulte, c'est fini. On n'a plus besoin d'un attachement sécure. C'est faux. On a besoin d'un attachement sécure. Maintenant, dites-vous que dans les années 90, on prône quoi ? On prône le couple indépendant. C'est-à-dire, être trop dépendant, c'est pas bien, tu vis chez toi, je vis chez moi, on se voit quand on veut, chacun a son compte en banque, évidemment. Et alors, elle va oser venir et parler d'une dépendance réussie. C'est-à-dire qu'elle va dire non. En fait, moi, quand je reçois des couples, elle a passé des centaines d'heures à revisionner ces thérapies de couple. Et à voir, mais pourquoi ils sont dans cet état ? Est-ce que c'est la dispute avec laquelle ils arrivent dans mon cabinet qui font qu'ils sont dans cet état ? Et en fait, elle dit non, pas du tout. En fait, je vois que quand ils arrivent, ils sont en insécurité. En fait, ils ont l'impression d'être abandonnés. Ils ont l'impression que la personne n'est plus là pour les soutenir, n'est plus un soutien, n'est plus une personne qui va venir et les accompagner dans leur existence. Et c'est ça qui les panique, qui panique les personnes. Et donc, je vous ai mis les différentes... Il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement insécure évitant, je n'ai pas tout mis, mais juste ce qui est important pour vous, l'attachement insécure préoccupé. Les personnes sécures établissent facilement avec autrui une relation de confiance, des communications claires et ouvertes, et elles peuvent affronter facilement la séparation. D'accord ? Parce qu'une séparation ne veut pas dire un abandon. Bon, il est parti, il va revenir, voilà. On parle de séparation dans le couple, pas une séparation définitive, l'absence de l'autre, ok ? Les personnes insécures maintiennent des stratégies comportementales complexes avec autrui pour, selon les cas, soit le maintenir à distance, soit attirer son attention. Ces personnes-là ont plus de difficultés à établir des relations basées sur la confiance mutuelle car elles savent que le partenaire risque de rester insensible à leurs demandes. Là, c'est super important. J'ai beaucoup de jeunes filles qui me disent
il est toute la journée en train de me demander avec qui j'étais, à regarder mon portable, à être jaloux, tendance jaloux. Pourtant, voilà, moi je suis complètement transparente avec lui. Et est-ce que sa jalousie ou est-ce que ses questions ou le fait qu'il cherche, est-ce que c'est pathologique, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Alors, je vais pas faire un diagnostic comme un médecin, il vous fera pas un diagnostic sur. Mais globalement, encore une fois, là je vous donne quoi? Des pistes, d'accord? Juste je vous donne des pistes de réflexion. Globalement, une personne qui est soit évitante, insécure, évitante. Évitante, ça veut dire, en 2 secondes, elle te fait la tête. En 2 secondes, elle ne répond plus au portable. Ah ouais, il était là, je ne réponds plus. D'accord? Soit insécure, préoccupée. Ouais, je vous ai mis insécure, préoccupée. C'est-à-dire, c'est pas clair. Oui, non, ambivalence, d'accord? Alors, soit qui maintient à distance, soit qui attire l'attention, qui a besoin de trop d'attention tout le temps. Vous avez un indicatif ici que c'est une personne qui a une difficulté au niveau de l'attachement. Ça peut être un divorce des parents très tôt, ou les mots n'ont pas été dits. Encore une fois, il peut y avoir un divorce des parents très tôt, les mots ont été dits, l'enfant était en sécurité avec son papa, en sécurité avec sa maman, il n'y a aucune difficulté d'attachement après. Tout dépend, il y a 1 milliard de possibilités, ok? Mais il y a des personnes, ou même il n'y a pas eu de divorce chez les parents, mais il y a eu un décès d'un grand-parent et aucun mot n'a été dit sur le moment, et donc ça a laissé quelque chose à l'intérieur de non dit, de non verbalisé. Quoi qu'il en soit, il y a 1 milliard de possibilités, un déménagement pas compris, un changement d'école, plein de choses sont possibles. Quoi qu'il en soit, il est possible, et on est très très nombreux à avoir des attachements insécures. Okay, et l'attachement insécure, ça ne veut pas dire qu'on est des personnes ni malades, ni pathologiques, ni rien du tout. Ça veut juste dire que ça va prendre un peu plus de temps à être en sécurité dans l'attachement dans le couple. C'est-à-dire qu'on va se poser la question vraiment de est-ce que l'autre il est là pour moi? D'accord? En gros, comment est-ce qu'on crée ce lien émotionnel? Donc s'il y a une personne qui est insécure dans son attachement, il va falloir davantage s'investir pour créer le lien émotionnel. Ok? Et dans quoi? Comment est-ce qu'on crée ce lien? C'est là que c'est le plus important. C'est pouvoir compter sur l'autre si on vit une difficulté, pouvoir partager la joie ou la réussite de l'autre, être dans le couple encouragé et valorisé, et en conséquence pouvoir être authentique et vulnérable, se confier et parler librement. Là, vous avez les choses les plus importantes qui fabriquent l'attachement. N'importe quelle histoire de couple démarre avec on n'est pas encore hyper attaché et on veut s'attacher, ok? Et donc, on veut s'attacher. Et donc, effectivement, c'est les éléments-là. Alors, par exemple, quel est le moment clé dans un couple fiancé, hein, ou en date, fiancé ou marié encore plus? Le plus important, c'est le moment où pouvoir compter sur l'autre si on vit une difficulté, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une situation où il y a un conflit familial interne, avec ma mère, avec ma sœur, problème au travail, quelque chose qui vraiment m'envahit, de peine, de déception, de questions. Et je viens et je pose ça dans le couple. La réaction de l'autre, elle est fondamentale. Est-ce que mon problème, c'est aussi son problème? Si j'entends débrouille-toi avec ta famille de dingue, je vais avoir du mal à créer, je vais vraiment avoir du mal à créer ce lien-là de sécurisant de partage émotionnel. Si il se pose, il s'arrête, il me dit ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux que la prochaine fois on passe moins de temps chez tes parents? Est-ce que tu veux qu'on évite d'inviter ce couple parce qu'avec cette fille ça s'est mal passé? Est-ce que tu veux... C'est-à-dire que si je sens que mon problème c'est aussi ton problème, c'est un moment clé de l'attachement. Pareil, si je sens que la joie que j'ai vécue, tu la partages complètement avec moi et que c'est ta joie, limite tu la présentes comme étant ta réussite, le fait que j'ai réussi mon examen, que j'ai, je sais pas moi, que j'ai eu tel avancement au travail, incroyable. Donc je viens d'avoir l'expression réellement du fait que
notre attachement est un attachement qui me sécurise. D'accord ? Ouais. Par rapport à ça, aujourd'hui, le travail, je trouve qu'il prend de plus en plus de place dans nos vies. Ouais. Et si justement on avait quelqu'un qui est entrepreneur, quelque chose comme ça, qui parle tout le temps de son travail, et je sais que c'est un enjeu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de réussir à l'aider à prendre du recul en peut-être, enfin je sais pas. Alors, il y a les deux. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment calculer. Parce que d'un côté, si le travail, pour lui, en fonction de sa carte du monde, maintenant qu'on a cet outil, c'est on est vraiment à la hauteur, par exemple dans sa famille, quelqu'un est vraiment à la hauteur que s'il réussit au niveau professionnel. Mettons qu'il a ça. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il parle tout le temps de son travail ? Il est en train de demander à son épouse, est-ce que tu valides que je suis quelqu'un de satisfaisant ? Donc il en a besoin. Donc il le vivrait mal. Donc tu vois à quel point c'est au cas par cas. Donc il vivrait mal que tu dises. Maintenant inversement, si c'est pas du tout ça, et que c'est juste que ça prend trop de place et que ça empiète sur d'autres choses, alors de façon très subtile, il faut pouvoir dire, écoute, viens on se crée des moments où ni toi ni moi on parle du travail. Tu vois ? Et voir comment l'autre réagit à ça. Toujours analyser. Vous voyez que ici j'ai pas de recette de cuisine. Ça dépend tellement des cas et des situations personnelles que ça serait dingue de donner une recette de cuisine. Vraiment en fonction des vécus des uns et des autres. Maintenant, vous avez bien noté qu'est-ce qui encourage la connexion émotionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui fragilise ? Notez-le encore plus, qui fragilise, c'est-à-dire qu'est-ce qui va détruire cet attachement sécure, c'est quoi ? Les critiques, le manque de communication et l'absence d'émotion ou de reconnaissance. D'accord ? Donc en fait, les critiques, c'est le numéro 1, je pense. Se prendre des critiques de l'autre, se sentir dévalorisé par l'autre, c'est pour ça des fois on réagit de façon disproportionnée. On vit extrêmement mal la critique, mais pourquoi ? Parce qu'en fait elle est en train de fragiliser ce point-là qui est tellement sensible, la connexion émotionnelle. Par rapport à la connexion émotionnelle, permettez-moi de vous dire, quand tout va bien, amen si Dieu veut, et qu'un couple se construit, j'utilise toujours ce terme de construction de couple, qu'est-ce qui se passe ? L'attachement est de plus en plus sécurisant. Là où vraiment vous avez gagné, c'est quand vous êtes plus en sécurité. Il faut essayer d'y arriver assez vite. Je parle des mères juives. Donc, si on a eu un attachement sécure avec nos parents, si je suis encore plus en sécurité avec mon mari qu'avec mes parents, si c'est vers lui que je me tourne en premier pour raconter quelque chose plus que vers mes parents, on est sur la super bonne voie de la construction de couple. Vous avez compris ? D'accord ? Et c'est pas grave si la belle-mère, elle est vexée. Quoi, tu en as parlé à ton mari avant de... Ben oui, parce qu'en fait, c'est mon mari, justement. D'accord ? Donc, alors, un couple qui se construit, c'est quoi ? C'est un couple qui, au début de la vie de couple, quand, je dirais, le compteur émotionnel n'est pas encore rempli. Pourquoi ? C'est normal, parce qu'on n'a pas encore vécu ensemble 10 ans, en fait. Donc, le compteur émotionnel, tu m'as pas encore fait 1000 preuves qu'émotionnellement, tu es là pour moi. Donc le compteur émotionnel n'est pas encore rempli, et d'un autre côté, il peut y avoir une critique, il peut y avoir un manque de communication. Et donc, très vite, la balance, elle va se mettre du côté, en fait, elle va pencher du côté de la déconnexion. Mais qu'est-ce qui se passe naturellement dans un couple qui se construit ? Plus on avance ensemble, plus l'un et l'autre, on a rempli le compteur émotionnel de l'autre. C'est un compteur, imaginez un compteur virtuel qu'on a, compteur émotionnel. L'autre est là pour moi. Pourquoi moi ? Peu importe. Peu importe quoi. Il me soutient quand ça. Donc le compteur émotionnel, il est rempli. À côté, une fois j'ai senti une déconnexion émotionnelle, mais je m'en fiche. Là, j'ai un tel paquet dans mon compteur émotionnel que ça, c'est une non-situation. Alors, la même situation, il y a 10 ans, quand j'étais jeune mariée, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ça m'aurait envahi, j'aurais pleuré, je lui aurais dit mais c'est dingue. Là, même pas je fais attention. C'est naturel, je vais même pas l'analyser. D'accord ? C'est juste pour vous montrer comment le couple se construit au niveau de la connexion émotionnelle. Ok ? Les moments clés de l'attachement et du détachement, ça c'est super important. Lorsqu'on distingue une menace ou un danger qui pèse sur la relation. On se sent incertain et vulnérable parce qu'on perçoit un changement dans la connexion à l'être aimé. La menace, écoutez bien ça, peut provenir de l'extérieur, mais également de notre cosmos interne. Elle peut être réelle ou imaginaire, parce qu'ici, ce qui compte, c'est notre perception, c'est pas la réalité. Donc, situation, je distingue une menace.
je le sens pas présent. J'ai essayé de le joindre, il m'a pas répondu. J'ai essayé de lui dire quelque chose, il n'était pas concentré, il n'a pas compris que c'était important pour moi, il est passé à autre chose. Ah, mince. Donc moi, dans mon cosmos interne, mince, là, on n'est pas connecté là. Ok, alors, à ce moment-là précisément, est-ce que la reconnexion, une fois que la menace est passée, est-ce qu'elle s'est mise en place? Est-ce que je suis capable de dire ma peur? Est-ce que je me suis mise en retrait? D'accord? Vous voyez, il y a un moment de déconnexion. Il s'est passé quelque chose. Déconnexion. Est-ce qu'on va réussir à se reconnecter? Est-ce que je peux en parler? Tu sais, tout à l'heure, quand je sais pas, j'ai eu peur et... T'as eu peur? T'as analysé ça comme ça, mais aucun rapport, mais pas du tout. J'étais occupée parce qu'il y avait ça et j'ai pensé ça et je savais pas que t'allais te dire que... Ok, est-ce que la personne s'est mise en retrait ou pas? Ok. Et donc, la réponse du partenaire à la demande de reconnexion est fondamentale. Donc, de un, est-ce que moi, je suis capable de venir et vouloir la reconnexion? Est-ce que l'autre y répond? Là, ça s'appelle le moment clé. Hein, ça, c'est des moments clés. Il y en a plein dans notre vie. Des moments clés de l'attachement. D'accord?